Bonsoir. Donc avant d'aborder notre conférence ce soir sur les polluants industriels, je vais vous donner quelques informations. Nous avons tenu notre association, notre assemblée générale le 2 février et nous nous sommes engagés à continuer à organiser conférences, séminaires, rencontres. Vous savez que notre organisation de la totalité de ces activités nous demande beaucoup d'efforts. Nous en avons la force. Ce qui nous manque, ce sont les aides financières. Au niveau des subventions, nous touchons seulement 1 000 € par le conseil départemental. Mais l'ensemble de notre financement pour organiser ces conférences, ce sont les cotisations de nos adhérents. Donc je vous lance un appel à l'adhésion aux Amis de la Liberté pour 20 € par an. Cette cotisation ne donne aucun avantage. Seulement votre participation à la réussite de nos initiatives. Donc vous avez pu voir sur le programme que le programme du premier semestre est très riche. Il y aura la venue d'Axel Kahn, donc généticien de réputation internationale. Le 1er juin, ce ne sera pas dans cette salle, mais à Saint-Roch, puisque cette salle est trop petite. La salle Laure Écart. Le 7 mars, ça c'était prévu, mais on n'avait pas la date précise, la venue de Lilian Thuram à l'amphithéâtre, donc 4 de Saint-Jean-d'Angély, pareil, parce que on pense qu'il y aura beaucoup de jeunes sportifs qui participeront. Donc son thème, la conférence qu'il va développer, on ne naît pas raciste, on le devient. Donc cette initiative est en partenariat avec le CRHI de l'Université de Nice, section de philo de l'Université de Nice, et en partenariat avec l'association des ultramarins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien qu'aujourd'hui on dit que région sud. Vous savez qu'on a changé de nom. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais PACA, c'est pas bien. Pour le deuxième semestre, nous aurons la venue du couple de sociologues Pinson-Charlot, ceux qui développent, je prends un raccourci parce qu'ils ont écrit de nombreux ouvrages, la violence des riches. Il y aura aussi Jean Ziegler, qui est membre président d'une commission à l'ONU des droits de l'homme, ancien député travailliste suisse, connu aussi mondialement. Et bien entendu, de nombreux conférenciers locaux, parce qu'il ne suffit pas de faire venir des conférenciers de toute la France et d'ailleurs. Donc, je vous annonce la prochaine conférence sur le thème « Le populisme » par Jean Quétier, philosophe. Donc c'est très d'actualité quand on regarde tout ce qui se passe dans notre pays et en Europe. Donc ce sera le vendredi 22 février, je précise exceptionnellement le vendredi, car il ne pouvait pas venir un jeudi comme d'habitude. Donc le jeudi 14 mars, il y aura la conférencière Michèle Rivasi, députée européenne des Verts, et Gérard Lepuy, journaliste, sur le thème l'économie, l'alimentation et l'écologie. Malheureusement, pour le séminaire sur le néolibéralisme que nous avons commencé le 7 janvier, la conférence donc sur le thème « Les médias et la promotion du néolibéralisme » par Maria Donzelli se tiendra le même jour à l'amphi salle plate qu'on appelle au niveau de l'université de Saint-Jean-d'Angély. Nous avons changé la date à cause de la venue de Thuram qui nous a avertis en dernière minute. Donc nous reprendrons les rencontres avec des auteurs locaux. Nous cherchons un lieu pour présenter cette initiative car au quotidien nous a semblé que c'était très difficile à organiser cette initiative. Fin avril, début mai, c'est pas encore fixé, nous ferons un hommage à André Tauzel en profitant de la sortie des comptes rendus
du colloque du mois de mars de l'an passé sur 3 jours. Donc on va profiter de cette initiative. Donc l'ouvrage va sortir le 14 avril. Là, ce sera en partenariat avec le CRHI, c'est de l'Université de Nice, Centre de recherche historique des idées. Donc maintenant, je laisse la parole à Jean-Jacques Cassard. C'est pas lui qui va faire la conférence, mais il va nous présenter notre conférencière, donc Jacqueline de Grand Maison. Donc la parole à Jean-Jacques. Merci Jean-Pierre. Bonsoir. Et écoutez, c'était pour moi tout à fait normal et naturel que je propose aux Amis de la Liberté la venue de Jacqueline de Grand Maison, puisque j'ai eu l'occasion de la connaître, de la côtoyer et d'apprécier ses articles et ses combats, puisqu'elle a dirigé pendant de nombreuses années l'agence PACA Corse du magazine Viva. Alors le magazine Viva, qui s'appelait auparavant La Vie Mutualiste, était un journal particulièrement porté sur la défense du droit à la santé pour tous et sur les actions de prévention. Et à l'époque, les mutuelles, notamment dans notre région, étaient très impliquées. Je pense notamment à l'affaire du carnet amiante, porté par les mutuelles de Provence, et tout ce qui a pu en découler. Donc nous nous sommes côtoyés, puisque j'ai travaillé, enfin mon activité professionnelle s'est déroulée dans le cadre de la mutualité, notamment de l'ex-mutuelle générale de Nice, et c'est ainsi que nous nous sommes, j'allais dire, rencontrés, côtoyés et appréciés. Et j'allais dire, malgré l'éloignement, puisque Jacqueline est sur Marseille, et malgré le fait que nous soyons des retraités, nous avons toujours maintenu la relation, puisque déjà, étant en activité, je l'avais sollicité pour une conférence dans le cadre de ce que nous avions appelé au niveau de notre mutuelle l'école du social. Elle était venue en 2009 justement nous parler de l'amiante, et en 2010, elle était intervenue sur le thème de l'économie sociale comme une alternative possible à l'économie capitaliste. Donc nous sommes tout à fait, c'était tout à fait normal que je propose aux Amis de la Liberté qui avaient retenu cette proposition sa venue, d'autant que nous sommes bien évidemment dans le cadre de l'éducation populaire, et on sait que les Amis de la Liberté portent haut le flambeau de cette éducation populaire dans ce département, et je crois que nous en avons plus que jamais besoin. Donc moi, sans plus tarder, je passe la parole à Jacqueline, et je vous en remercie. Pardon. Merci Jean-Jacques, et merci aux Amis de la Liberté de m'avoir convié à tenir cette conférence débat. C'est pour moi un grand plaisir d'abord de retrouver des amis avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, comme Jean-Jacques Cassard, mais aussi de venir parler dans cette association d'un sujet qui m'est cher. Voilà, alors peut-être en complément de la présentation de Jean-Jacques Cassard, je voudrais dire qu'il y a 2 médias quand même. Je voudrais expliquer que cette démarche que j'ai faite avec ce livre d'investigation, je la dois à 2 journaux en particulier. J'ai débuté à l'Express de Françoise Giroud, rien à voir avec l'Express d'aujourd'hui, je tiens à le préciser. Ça ne me rajeunit pas, mais je suis assez fière d'avoir lutté. Et alors là, j'ai appris l'investigation, l'enquête, les méthodes, les petits trucs, disons, pour arriver à faire de l'investigation, comme on dit plus aujourd'hui. Avec des maîtres comme Jacques de Rogy, puisqu'à l'époque, les jeunes avaient la chance d'avoir des aînés qui leur apprenaient sur le terrain. Et ensuite j'ai été donc effectivement grand reporter, puis rédactrice en chef de l'agence PACA Corse de Viva Magazine. Et là, je dois à ce qui était à l'époque un grand magazine de santé publique, d'économie sociale d'ailleurs aussi, de santé au travail, qui défendait la protection sociale, la prévention, etc. Et alors je dois mes spécialisations, c'est vrai que j'étais très tournée vers le social, vers la santé.
La santé, pas au sens peut-être technique et médical, mais au sens des politiques de santé, de la santé publique, de la santé au travail. Et je dois à Viva, qui jouait le jeu de la formation continue, de nombreuses formations qui m'ont permis de me spécialiser. Et donc mes articles, comme ce livre, j'en ai écrit d'autres plus collectifs, enfin sur ces questions, je les dois, je voulais tirer ce coup de chapeau à Viva Magazine, notamment, qui fait beaucoup. Voilà, alors cette spécialisation à Viva a fait qu'à la fin des années 70, où j'ai commencé à y travailler après l'Express, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux problèmes de l'amiante. Je pars de là, même si le livre n'est pas vraiment axé là-dessus, mais c'est important de partir de là, parce que donc là, ce sont des responsables mutualistes, et notamment, c'est vrai que les mutuelles de Provence faisaient beaucoup dans le domaine de l'amiante et de la santé au travail, des médecins mutualistes, des médecins spécialistes comme le professeur Christian Boutin qui exerçait à Marseille en tant que pneumologue à l'hôpital de la Conception et qui a fait énormément pour la prise en charge des maladies de l'amiante. Mais aussi, ça soulignait parce que beaucoup de professeurs de l'Interseine ne restaient pas dans sa tour d'ivoire universitaire ou hospitalière, mais il allait dans les usines, il a rencontré notamment à Eternit 40, près de Martigues, des travailleurs, et j'ai beaucoup appris aussi avec lui. Voilà, alors quand j'ai découvert ce drame, parce que beaucoup de journalistes à l'époque ne savaient pas, ou très peu, ont commencé à savoir que c'était dangereux, mais on le savait, en fait, j'ai découvert qu'on le savait depuis le début du XXe siècle, depuis 1006, 1008, enfin tout à fait au début du XXe siècle, des spécialistes, des scientifiques avaient déjà soulevé la dangerosité de l'amiante. Et dans les années 60-70, c'était déjà très connu par les spécialistes, mais aussi, il faut le dire, par les employeurs, et notamment les grosses boîtes, grosses industries comme Eternit, qui sévissaient près de chez nous à 40, près de Martigues, mais qui sévissaient aussi en Corse, dans les quartiers, ils exploitaient les mines de Canaries. Et là, dans ces années-là, les travailleurs ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait bien trop de maladies, de décès pour des gens encore jeunes, même si le temps de latence des maladies de l'amiante est de 20 à 40 ans, donc mais il y avait des gens de 40 ans, de 50 ans, alors à 60 ans, on pas les maladies explosées. Donc j'ai fait des articles, des enquêtes, etc. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'était l'exposition des salariés, mais c'était aussi le déni des employeurs et l'insuffisance d'intervention des pouvoirs publics. Voilà, donc un vrai scandale. Alors à plusieurs reprises, j'ai voulu écrire un livre, puis je travaillais beaucoup à l'époque, je l'ai remis, et quand j'ai voulu écrire un livre sur ces questions, je me suis dit l'amiante c'est trop tard, non pas, il faut continuer à écrire parce que les victimes n'ont pas fini de mourir, malheureusement, on sait bien, parce qu'il y a des procès, etc. Donc il faut continuer à écrire. Mais pour un livre, il y en avait eu d'écrits, et le grand public commençait à bien connaître le scénario qui avait sévi. En revanche, grâce à mon réseau d'informateurs, ce qu'on appelle en journalisme le carnet d'adresses des journalistes, au travers aussi d'articles divers que je faisais pour Viva, j'ai eu connaissance d'un autre problème, d'un autre scandale, on peut dire le mot, sanitaire. C'est-à-dire les expositions de salariés à d'autres produits toxiques, mais aussi cancérogènes que l'amiante, des produits hautement donc toxiques, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, j'en parle dans mon livre, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, le benzoapyrène, etc. C'est des produits très très dangereux, et ils sont utilisés en particulier dans la chimie, la pétrochimie et la sidérurgie. Et alors ce qui m'a frappé et scandalisé, c'est que face à ces maladies qui se déclaraient, on voyait le même scénario que celui de l'amiante se dérouler, c'est-à-dire des décennies après, travailleurs intoxiqués, cancer, décès prématurés, et face à cela, déni des employeurs
et encore une fois, intervention très insuffisante des pouvoirs publics. J'ai donc estimé qu'il fallait donner l'alerte pendant qu'il était encore temps, bien qu'il est toujours trop tard, quand il y a déjà eu des maladies et des morts, mais enfin, peu de gens, et même des travailleurs, et même des médecins, savaient que ces produits toxiques produisaient ces effets épouvantables. Alors j'ai décidé d'écrire ce livre là-dessus pour donner l'alerte et pour informer le grand public, parce que je crois que les citoyens, s'ils sont informés, peuvent faire quand même des pressions. On le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes, mais ils peuvent faire des pressions sur des choses qui n'ont pas lieu d'exister. Alors, bon, pour écrire ce livre, comme on m'avait appris à le faire, je me suis basée d'abord sur des études scientifiques. J'ai rencontré des scientifiques spécialisés sur ces questions, des médecins, en particulier des mutualistes, qui étaient encore... je dis ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la mutualité fait moins de prévention, mais à l'époque, les médecins mutualistes étaient très pointus sur ces questions de prévention. J'ai rencontré des associations, mais surtout, en tant que journaliste, et c'est ce qu'on m'avait appris aussi, j'ai voulu aller sur le terrain, avoir des témoignages et vérifier sur le terrain le vécu. Alors, pour cela, il fallait choisir un lieu. Je n'allais pas évidemment faire le tour du monde, puisque ces produits sont véhiculés dans de nombreuses industries, celles que j'ai citées en particulier, mais la zone industrielle de Fos est l'une des plus importantes d'Europe, et elle est considérée comme la plus polluée. Pourquoi justement? Parce que sidérurgie, pétrochimie, chimie y règnent en maître. Et d'autre part, parce qu'il y a quand même eu depuis les années 70, on peut dire des démarches médicales, des démarches associatives qui ont fait qu'on a davantage parlé de ces produits. Alors je suis donc allée sur cette zone industrielle de Fos, et j'ai rencontré sur le terrain des salariés, des responsables syndicaux, des représentants de CHSCT, c'est-à-dire les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mais aussi des médecins généralistes, des médecins mutualistes, et aussi, je voudrais le souligner, les concepteurs et animateurs du SIC, Système d'information concret, qui avait été mis en place au sein de l'Association pour la prise en charge des maladies éliminables, et qui était une émanation du mouvement mutualiste, des mutuelles de Provence. Et alors ceci, que je voudrais rappeler en quelques mots, dont le cartographe était Marc Andéol, que j'ai interviewé dans ce livre, et ceci qui a été mis en place en 1994, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, permettait en gros de relier les effets aux causes, c'est-à-dire que par une cartographie et par Internet, qui à ce moment-là s'est bien mis en place, on pouvait, lorsqu'un malade venait trouver un médecin, qui à l'époque posait très peu de questions sur les conditions de travail, disait je suis essoufflé, j'ai mal au poumon, j'ai un cancer, etc. Mais on lui faisait très peu parler des conditions de travail. Or là, les médecins qui ont adhéré à ce système posaient les bonnes questions et pouvaient relier par cette cartographie qui donnait les lieux, les usines et les postes de travail dangereux, pouvaient relier la pathologie à l'usine et au poste de travail. Ce qui fait qu'en très peu de temps, et l'inspection du travail me l'a encore dit, je le savais, je l'avais déjà écrit, mais l'inspection du travail me l'a confirmé, en une année, le SIC et les médecins qui y adhéraient ont fait reconnaître 10 fois ou au moins 10 fois plus de maladies que l'ensemble de leurs confrères de cette zone Fos et Tendonnière. Parce que, enfin, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Alors, les informations données par ce système d'information concret, et que m'a rappelé Marc Andéol dans l'écriture de ce livre, les témoignages que j'ai recueillis ont malheureusement confirmé mes craintes, c'est-à-dire accumulation de maladies professionnelles souvent non reconnues comme telles. Et on sait que si une maladie professionnelle n'est pas reconnue comme telle, elle n'est pas imputée, le lieu d'abord délétère n'est pas assaini,
Et ensuite, pour la sécurité sociale, dont on parle tellement du trou, des dépenses, en mettant en avant les excès, etc., qui sont vraiment dérisoires en regard de choses comme ça, ces maladies rejaillissent, le coût de ces maladies rejaillissent sur le régime général et non sur le régime, la TMP, des accidents du travail, des maladies professionnelles. Et donc tout ça a été... Mais alors, en plus, là où le scandale est apparu encore plus énorme sur le terrain, c'est que les produits dont j'ai parlé, ils ne peuvent pas être supprimés de ces usines et pas toujours substitués, des fois d'ailleurs en substitution est pire. Donc, par exemple, je citais les HAP, c'est très lié à la sidérurgie, la pétrochimie, etc. Et notamment à ArcelorMittal, qui était l'ancien Solmer, et puis Solac, qui pendant un temps, ça a été construit dans les années 70, au moment où Faust s'est mis en place, mais Solmer, et puis à un moment ça a été nationalisé, et donc là, il y a eu quand même des travaux de fait, mais alors depuis que M. Mittal a repris ça, ça s'appelle ArcelorMittal, il y a un manque de maintenance énorme, surtout depuis les années 2008, mais alors des choses criantes, par exemple, je l'écris dans mon livre, et ça m'a particulièrement révolté, à la Coquerie, qui est un des lieux phares de cette usine, de cette industrie. Il y a des fours dont les couvercles ne sont plus étanches depuis longtemps et qui laissent passer donc tous ces produits qu'on pourrait contenir si les fours étaient bien fermés. Donc on pourrait limiter énormément. Il y a des protections collectives à mettre en place, et c'est plutôt les protections individuelles qui sont choisies par les employeurs parce que moins onéreuses. Donc à la Coquerie, ces Zola, ces Germinal, ces Dantès, vous avez des hommes qui travaillent dans des fumées rouges, noires, et qui, là, je ne vous dis pas, ils ont des masques, ils ont des combinaisons, mais très insuffisantes. Et alors là, les maladies explosent, toujours pareil, les cancers, la vessie, du poumon, etc. Enfin, etc. Alors le manque de maintenance, l'insuffisance de protection collective. Et alors je dois dire que si les CHSCT, les syndicats, les salariés, les médecins m'ont répondu bien volontiers à ce sujet, il faut souligner que les syndicats qui à un moment donné étaient un peu frileux parce que c'est quand même une zone d'emploi très importante et les maires même de gauche avaient toujours peur, vraiment la peur de délocalisation, de perte d'emploi, primée des fois sur la santé. Mais là c'est devenu tellement énorme qu'aujourd'hui d'ailleurs un syndicaliste dit, je crois que je le cite dans mon livre, qu'il valait encore mieux un chômeur qu'un salarié mort. Et il y a d'ailleurs des usines où les salariés sont battus jusqu'au bout et qui ont fini par faire des travaux et à pas délocaliser. C'est pas toujours aussi simple. Mais alors autant ces gens-là m'ont répondu volontiers, disant au contraire, enfin la presse s'intéresse à nous parce qu'après l'amiante, voilà, c'est la même chose et ça continue, etc. Autant, bien entendu, j'ai joué le jeu, enfin j'ai appliqué la déontologie du journalisme, c'est-à-dire de voir toutes les parties, en particulier celles qui sont mises en cause, et donc j'ai sollicité les employeurs. Alors là, silence radio, je dois dire qu'ArcelorMittal, je le dis, jusqu'à présent je n'ai pas eu de procès, mon éditeur, ArcelorMittal a refusé carrément de répondre. Et j'ai une collègue qui vient de sortir un documentaire sur ces problèmes de pollution, plutôt s'adressant à la population, moi c'est plutôt les salariés, mais ça a été la même chose, ArcelorMittal n'a pas voulu lui répondre. D'autres entreprises délétères aussi, comme Total, ont accepté, mais par le biais, non pas de la direction que je voulais rencontrer face à face, mais par le biais de leur service de communication, dont les responsables m'ont demandé de leur poser les questions par écrit, de les envoyer par email, et qu'ils me répondraient par email. Alors bien entendu, normalement on peut refuser, parce que par email on ne peut pas rebondir quand c'est des enquêtes d'investigation comme ça. Néanmoins, moi j'ai voulu montrer que je n'étais pas de parti pris, que je jouais le jeu jusqu'au bout. J'ai donc fait ça.
Et en fait, c'est payant parce que, donc, elles vont répondre par email. J'ai transcrit scrupuleusement leurs réponses et je dois dire qu'au lecteur de se faire son idée, mais ça vient tellement, c'est tellement langue de bois, c'est tellement affligeant que je pense que ça va à l'encontre de leurs intérêts, parce que par rapport aux témoignages, au vécu, à tout ce que je raconte par ailleurs, aux scientifiques, et je dois dire, parce que si les employeurs ont répondu de cette façon. En revanche, les pouvoirs publics, alors il y a deux institutions publiques qui s'occupent particulièrement de ces questions, c'est l'assurance maladie, par le biais des CARSAT, Télégramme, les caisses régionales d'assurance maladie, et par le biais de l'inspection du travail. Alors en ce qui concerne les CARSAT, l'ingénieur chargé de la zone de fosse aurait voulu me répondre, il avait l'air pas mal du tout, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le droit, il fallait qu'il renvoie ça à la direction à Paris, et à force de putacité, je dois dire, parce qu'on m'a appris ça aussi, je me suis accrochée, ça a été très long, il y a eu beaucoup de mails échangés, mais finalement la directrice des risques professionnels m'a convoquée, invitée, enfin disons les mots, m'a proposé de la rencontrer à Paris. Je suis allée à Paris, je l'ai rencontrée, et elle m'a reçue, heureusement d'ailleurs, avec 2 collègues. Et bien sûr, au début, elle m'a montré d'abord tout ce que faisaient les CARSAT, la Sécu, etc. Que c'est vrai, il y avait des failles, mais qu'ils étaient en train d'essayer de les surmonter, d'essayer qu'il y ait des meilleures déclarations de maladies professionnelles, que souvent c'est les travailleurs qui ne les faisaient pas, mais enfin, ils n'étaient pas encouragés. Elle a fini par en convenir, et l'un de ses adjoints a fini par convenir aussi qu'il manquait terriblement de contrôleurs, et qu'ils ne pouvaient pas visiter toutes les industries, je donne le chiffre, là, en tête, mais qu'ils pouvaient pas, ils étaient loin de pouvoir visiter toutes les entreprises, et que donc il manquait de contrôle pour pouvoir vérifier tout ça et reconnaître ces maladies professionnelles. Alors ça, c'est pour la sécurité sociale. En revanche, l'inspection du travail régionale, PACA, il y a un inspecteur qui est formidable, qui est responsable aujourd'hui de la zone de fosse, qui s'appelle Max Nicolaïdes, il m'a autorisé à le nommer, et je dois dire, il faut dire une chose, que la préfecture, à laquelle il était obligé de demander son accord, lui a donné l'autorisation de me répondre. Et que ni Max Nicolaïdes, ni la préfecture ne m'a demandé de relire mon papier. Ce que voulaient les employeurs en plus. Ça, alors là, refus total, c'est antidéontologique. Voilà, mais eux ne me l'ont pas demandé, et cet inspecteur du travail m'a dit des choses que je reproduis là. Alors non pas sur les industries, ils n'ont pas le droit en revanche de citer les noms des industries, mais en général sur le non-respect des lois, de la maintenance, des protections, et enfin la diffusion. J'ai eu à la fin de mon enquête d'ailleurs, et ça je crois que c'est important à souligner, j'ai eu accès, comme on dit pudiquement, comme dirait Élise Lucet, j'ai eu accès à un document de la sécurité sociale qui est quand même assez parlant. Je ne sais pas si je l'ai là, si je l'ai gardé. Enfin, qui donne, si vous voulez, des... Je crois que j'ai perdu la page, excusez-moi. Voilà. C'était bien là, j'ai bien mis la page. Un rapport donc, que j'ai eu, mais qui n'aurait pas dû être diffusé. Hein. Je l'ai eu par des sources que j'ai le droit de ne pas révéler en tant que journaliste. Des sources qui mentionnent notamment que les concentrations à ArcelorMittal, maximales en pyrène et en benzoapyrène, sont très élevées, jusqu'à 34 000 fois plus que ce qu'elles le devraient. Voilà. Bon, toutes les situations de travail au voisinage immédiat des fours exposent le personnel au HAP et au benzène par les fuites au niveau des portes et des tampons, etc., avec un dépassement systématique de la valeur recommandée par les pouvoirs publics. Voilà, alors ça c'est le côté institution, quand même j'ai eu pas mal d'éléments. Mais même le manque de moyens, les inspecteurs aussi du travail soulignent qu'ils ne peuvent aller sur le terrain qu'une fois par semaine ou par mois. Il manque complètement d'inspecteurs, ça ils me l'ont dit très franchement. Mais est-ce que cette insuffisance de moyens qui est importante, qui est réelle,
et qu'il faudrait évidemment modifier, suffit à expliquer l'absence de mesures. On peut soupçonner qu'il y ait autre chose, parce que quand on sait qu'ArcelorMittal, à force, parce qu'aujourd'hui quand même, il y a une, je ne dis pas que c'est grâce à mon livre, mais enfin il se trouve que ces 2 dernières années, il y a eu quand même des émissions sur France 3 auxquelles j'étais invitée, il y a eu là ce documentaire qui vient de sortir, il y a eu des articles, enfin ça bouge un peu, ça bouge. Et donc ArcelorMittal vient d'être condamné à, vous avez peut-être vu ça dans la presse, 15 000 euros d'amende. Ça vous fait rigoler, moi aussi. 15 000 euros. Mais attendez, on condamne à plus des gens qui... enfin, je ne vais pas entrer dans les gilets jaunes et dans ces choses-là, c'est un autre propos. Mais enfin, bon, c'est 15 000 euros, c'est peanuts pour ArcelorMittal. Ils préféreront les payer que faire des travaux qui, il faut le reconnaître, l'étanchéité des fours, ça leur coûtera plus cher. Mais ils ont les moyens. Il n'y a qu'à voir quand on voit leurs dividendes, ce qu'ils reversent à leurs actionnaires, quand on voit le chiffre d'affaires d'ArcelorMittal et qu'on voit 15 000 euros, c'est vrai qu'il y a tout à rigoler, enfin, tout à rigoler. Voilà, alors souvent je m'étais posé la question, le drame de l'amiante a-t-il servi de leçon? Oui, pour le mal. Parce que pour le bien, apparemment non. Pour le mal, oui, parce que les employeurs qui maintenant ont peur de la faute inexcusable de l'employeur, des procès, de tout ce que Tessonnière a mis en place pour l'amiante, ben maintenant, ils sous-traitent, ils externalisent, comme ils disent de plus en plus. Ce qui fait que pour relier, ça devient beaucoup plus difficile de relier la maladie au poste de travail. Parce que souvent, on la relie aux sous-traitants, qui n'est pas responsable. Et pour retrouver le poste, étant donné tous les travaux différents dans des usines différentes que font ces travailleurs sous-traitants, c'est très difficile. Donc il y a chez les sous-traitants un nombre de maladies qui a explosé et de sous-déclaration qui a explosé également. Il y a une sous-déclaration de maladies professionnelles reconnue par la sécurité sociale, reconnue par les inspecteurs du travail, reconnue, etc. Mais voilà, ça continue. Alors quand on voit que des instruments comme le système d'information concret qui permettait de relier justement les effets aux causes, etc., mais on a très peur puisque l'association a été dissoute à cause de moyens de subventions qu'on ne leur donnait plus. Le système existe toujours pour ceux qui veulent rester reliés par Internet, mais enfin on a peur que ça s'étiole. Donc l'inspecteur du travail, Max Picolalides, m'a dit un système comme ça aurait dû non seulement être soutenu dans la région, mais étendu à tout le territoire, parce qu'il est remarquable. Il est remarquable. Et malheureusement, il s'étiole. Alors, toutes les préconisations, parce que j'ai interviewé la branche accident Sunaton, la branche accident maladie professionnelle, accident du travail, j'ai interviewé différentes personnes, les solutions, elles existent. Il faudrait réformer aussi le mode de déclaration des maladies professionnelles. Il y a des tas de choses qui sont avancées. Quoi donc encore? Il faudrait élargir les tableaux des maladies professionnelles, assurer un meilleur fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été mis en place quand il y avait un litige, disons, mais qui sont très inéquitables selon les régions. Voilà. Les sous-traitants, ça va quand même reconnaître, pour revoir comment on peut relier les maladies des sous-traitants au poste de travail. L'élargissement était préconisé, malheureusement, le gouvernement actuel est allé dans le sens contraire. L'élargissement des CHSCT à l'ensemble des industries, des entreprises, quelle que soit leur taille, on n'est pas allé dans ce sens puisqu'on les a fondus, voilà, avec les comités d'entreprise. Bon, enfin, il existe des solutions. Je ne pense pas, sans vouloir faire de procès d'intention, que le gouvernement actuel soit très tenté de les mettre en place. En tout cas, c'est pas ce qui s'annonce. On verra dans les mois qui viennent. Voilà. Alors donc, écoutez, moi, je crois que c'est... Je ne vais pas en dire plus, hein, parce que après, j'espère que vous aurez l'occasion, vous aurez beaucoup plus de détails, de choses, je n'ai pas tout en tête, bien entendu. Mais bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
pollution. Excusez-moi, je reprends la parole, mais je vais parler de plusieurs... J'étais témoin de pollution industrielle. Tout d'abord, je fais partie d'une génération où l'école primaire, c'était dans des préfabriqués en fibrociment qui contenaient beaucoup d'amiante. On savait le danger de l'amiante déjà, je crois, en 1908. Tout à fait. Une usine qui fabriquait l'amiante, et on a vu que les salariés ils tombaient comme des mouches, parce que là, ils accumulaient énormément. Donc, il y a ce côté-là. J'ai travaillé à une usine à Cannes-la-Broca, pas loin d'ici, CLBI, ancienne Syrie du Nord, et je reviendrai sur l'amiante. On décapait les wagons avec du tricotylène, qui était interdit aujourd'hui. Mais auparavant, les salariés, ils n'avaient ni masque ni rien, et se brûlaient les poumons. Deuxième, de cette usine, c'est devenu une branche qui construisait des bateaux. Donc, sous les coques, on passait de l'anti-fouling, et les bidons, c'était des têtes de mort, c'était un poison. Et la preuve, c'est que la direction de l'entreprise faisait passer ça, pas au pistolet, parce que c'était très dangereux, au pinceau, mais dehors, en dehors des ateliers. Et l'autre expérience que j'ai, je suis depuis de nombreuses années entrepreneur du bâtiment, et en 92, on posait encore des tôles éternites, et dans le département, il y a des dizaines de milliers de mètres carrés d'éternite à base d'amiante. Et ce qui était bizarre, c'est que l'Italie, c'était une période où c'était un peu l'anarchie, on ne payait pas la TVA, les conditions de travail n'étaient pas trop respectées, etc., avait interdit depuis longtemps l'amiante. La raison en France, c'était Eternit, ce monopole, qui a imposé donc de continuer à fournir ces tôles. Mais ce qu'il faut savoir, on nous disait que l'amiante fixée n'était pas dangereuse, solidifiée. Seulement quand vous faites une toiture, moi j'en ai posé des milliers de mètres carrés, vous coupez les tôles. Donc il y a une poussière d'amiante considérable. Ensuite, donc moi-même comme entrepreneur, j'ai commandé des tôles en Italie. Le problème c'est qu'elles étaient fragiles, elles cassaient. En fin de compte, quand Eternit avait supprimé son stock, qui était considérable, ils ont créé des tôles en fibrociment sans amiante. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Ça, c'est l'expérience personnelle que j'ai vécue. Et le nombre de salariés dans ce département qui travaillent dans le bâtiment, je peux vous dire qu'ils doivent avoir les poumons vachement contaminés. Le problème d'aujourd'hui, moi-même je suis toujours en activité, on refait des toitures. Donc ces tôles d'amiante, logiquement, on doit passer par des entreprises spécialisées qui ne sont pas conditionnées, détruites dans la région de Grenoble. Seulement, ça a un coût très cher. Donc, ce que font les entrepreneurs, pas moi, hein, moi je sollicite les entreprises officielles, ils font un trou dans un endroit et ils jettent les tôles éternites. Donc, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Parce que, au fil des années, on s'est aperçu que quand même, soi-disant, l'amiante solidifiée avec le fibrociment se désagrège. Moi, je fais pas mal de consultations moi, sur les chantiers et je vois, par exemple, des panneaux en fibrociment d'amiante qui se désagrègent, donc des molécules d'amiante qui se disséminent de partout. Voilà, c'était mon expérience personnelle que je voulais faire partager. Ce qu'il faut... Oui, oui, monsieur. J'ajoute qu'à Saint-Roch, j'ai un ami qui est en train de mourir de l'amiante. Jean-Jacques Cassard. Oui, sur la question de l'amiante, une précision aussi, c'est que le premier producteur mondial d'amiante, c'est le Canada. Et le Canada, pendant des années, avait mis en place un comité amiante, c'est-à-dire avec des médecins ad hoc. Et bien évidemment, le comité amiante, j'allais dire, validait tout ce qui était préconisé par les entreprises. Donc ça pose là un véritable problème, c'est-à-dire le rôle que l'on fait jouer à des scientifiques ou à des médecins à l'encontre de la santé publique. Entre parenthèses, rappelons-nous d'ailleurs les propos qu'avait tenus un certain ministre nommé M. Allègre concernant le désamiantage de l'université de Jussieu il y a quelques années. Donc, problème, hein, ça c'est un problème. Le deuxième problème est aussi un problème économique que tu as soulevé dans ton propos, c'est-à-dire que des soins
qui relèvent de la branche accident du travail viennent indûment plomber le régime général de la sécurité sociale. Et ce sont les mêmes qui organisent tout ça, qui crient au trou de la Sécu. Voilà, donc je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de leçons que nous devons tirer, nous, en tant que citoyens, parce que visiblement, les pouvoirs publics, quand on voit comment ils fonctionnent, et j'allais dire comment ils sont en train d'asphyxier l'inspection du travail, hein, on le sait, ça fait maintenant des années, comme d'ailleurs on asphyxie la médecine scolaire, etc., etc. Voilà, ça participe, j'allais dire, de toute une mise en pièces de notre système de sécurité sociale. Et je crois qu'il faut que là-dessus, on soit vraiment très vigilant, et j'allais dire même qu'il faut peut-être qu'on passe à l'offensive, parce que là, c'est les derniers, j'allais dire, on est le dernier carré. Hein. Je voudrais peut-être ajouter à propos de l'écoute sur la sécurité sociale que même, évidemment, quand c'est pas reconnu, c'est le régime général, mais même quand c'est reconnu en ce qui concerne l'amiante, grâce à Tessonnière, à tous les procès, à toute l'action des associations, et que c'est la branche AT-MP, ce n'est pas non plus juste, parce que la branche AT-MP, ça concerne toutes les entreprises. Or, il y a quand même des entreprises qui ne sont pas délétères, qui respectent la loi et qui font des mesures. Alors que là, c'est vraiment, il faudrait aller à la source. Par exemple, Eternit, c'était Eternit. Alors en France, il n'y a jamais eu encore pour l'amiante de procès au pénal. C'est-à-dire que la faute inexcusable de l'employeur, bon, c'est bien pour les victimes qui reçoivent une indemnité, enfin, etc. Mais ça rejaillit sur tout l'ensemble de cette branche, sur tous les employeurs, y compris ceux qui ne sont pas délétères. Voilà, alors ça, c'est également noté là, par notamment François Maton, de la branche AT-MP, justement. Et il faudrait, en Italie, où Eternit s'est réfugié quand ils ont dû fermer, en France, quand même, Caronte, Canaries, etc., parce que la levée de bouclier était trop énorme, de la part des travailleurs, des médecins, etc. Et bien quand ils ont dû fermer, ils sont réfugiés, notamment en Italie. Mais en Italie, il y a eu un procès au pénal. Et messieurs Cruvelier, les patrons à l'époque d'Eternit, ont été condamnés à 16 ans de prison ferme. Alors bien entendu, vu leur argent, ils sont partis, on ne sait plus où, et puis de toute façon, ils n'iront pas en Italie, il n'y a pas d'extradition possible, etc. Mais enfin, il y a eu un procès au pénal. Et alors ça, c'est ce qu'essaie de faire maintenant le capitaine Tessonnière, d'ailleurs, parce que c'est le procès au pénal qu'il faudrait. Alors c'est vrai que là, je reparle de l'amiante, mais ça sera vrai aussi pour toutes ces industries. Pourquoi une PME qui fait correctement son métier paierait pour M. ArcelorMittal bon, alors que déjà ces petites PME paient des fois sur 70% de masse salariale, alors que Total paie sur 4% de masse salariale. Alors vous voyez le scandale. On devrait faire évidemment là aussi un financement de la Sécu qui est complètement obsolète. On devrait financer sur la valeur ajoutée, on devrait financer sur les machines, comme disent plus simplement certains. Enfin voilà, puisque à l'heure où on remplace les hommes par les machines. Enfin bon, déjà sur l'amiante, il y a encore beaucoup à écrire. Mais maintenant, il reste la page ouverte. Et alors là, il faut, malheureusement, les malades de l'amiante, ceux qui sont atteints notamment de mésothéliome, c'est le cancer de la plèvre, ils n'ont pas une espérance de vie, même s'il y a une meilleure prise en charge. Et même l'asbestose, qui est une maladie des poumons, donc de l'essoufflement, etc. Bon, il faut vivre sous respirateur, c'est terrible, enfin, c'est terrible. Mais bon, au moins aujourd'hui, il y a déjà des dégâts de par les produits dont j'ai parlé, mais au moins qu'on fasse quelque chose, que ça ne continue pas, que ça ne continue pas. Alors quand on voit encore une fois cette condamnation dérisoire d'ArcelorMittal, mais ça donne la haine, comme disent les jeunes. Oui, mais si vous permettez, comment vous pouvez expliquer, vous venez de le dire, en Italie, non seulement les responsables d'Eternit ont été condamnés à la prison, mais les salariés de ces entreprises en Italie se sont organisés à travers les syndicats et des associations et ont obtenu des remboursements financiers très importants. Comment se fait-il qu'en France, on n'ait pas pu faire la même chose? Et pourquoi ni les syndicats, ni des associations de ces gens, puisqu'ils étaient organisés, moi, Canaries, ils avaient fermé l'usine, il y a eu des livres qui ont été édités avec des reportages sur les gens qui avaient subi ça en Corse et ailleurs. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de plainte déposée et au pénal
par ces gens-là, par les syndicats, y compris par la sécurité sociale, parce qu'elle est tributaire aussi de soigner, de rembourser les gens. Ben, écoutez, c'est la question que je me pose aussi, c'est la question que j'ai posée, mais malheureusement, on en est là. Et dernièrement, j'étais à un débat où il y avait Sylvie Andreu qui travaille avec Maître Tessonnière, et elle va essayer sur ces questions, c'était un débat à Fos, elle va essayer sur ces questions nouvelles de produits, justement de faire des procès au pénal, mais c'est pas si évident, c'est pas si évident. Et l'État, la sécurité sociale, pour l'instant, et comme vous dites, c'est pas à son intérêt, on parle toujours du trou de la Sécu, mais c'est pour ça, on se demande quels intérêts sont en jeu. On continue à nous marteler la tête, les hôpitaux ça coûte cher, il y a des gens qui abusent, etc. Alors que ça, il y a le financement d'abord qui est complètement à revoir, comme je le disais, mais il y a aussi effectivement ces procès qui ne sont pas faits. Et là... Est-ce qu'il n'y a pas des pressions de lobby très fortes? Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Par exemple, sur les temps de Berre, c'est pour ça que des maires, même de gauche, je le déplore, mais enfin, maintenant, ça commence, je vous dis, les langues à se délier, parce que c'est tellement énorme. Il y a quand même beaucoup d'études en ce moment en cours sur les salariés, mais sur la population aussi. Mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a des chantages à l'emploi, des délocalisations, etc. Alors comme c'est une manne évidente, enfin encore que les emplois, je vous dis, il y en a beaucoup qui ont été supprimés, hein, au profit, mais beaucoup qui ont été externalisés en sous-traitant. Mais enfin, bon, il y a ce dilemme-là, emploi-santé, emploi-santé. À vous. Bon, désolé, je suis arrivée en retard, donc si je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous avez évoqué en début. Moi, je suis membre de CHSCT pour le syndicat solidaire, et le dossier, l'amiante, ça fait partie encore des dossiers effectivement qu'on a à traiter, et c'est un dossier qui est particulièrement difficile parce qu'on a du mal à avoir les DTA, et vous avez du mal à avoir les dossiers techniques amiantes, ah oui, qui sont donc parfois on les trouve pas. Donc les diagnostics qui ont été faits, après les travaux qui ont été faits de désamiantage et la visite de fin de travaux, enfin tout ce dossier-là, parfois on a du mal à les obtenir. Donc ça serait, on y revient, il y a des dossiers qui sont très, très volumineux, donc qui demanderaient beaucoup de temps pour y passer dessus et qu'on n'a pas forcément. Et la question que je voulais vous poser, c'est la question des normes, parce que j'ai cru comprendre à la commission conditions de vie au travail à laquelle j'étais la dernière fois, on a évoqué, on est sur le dossier amiante notamment, et j'ai cru comprendre que les normes de santé, hein, par rapport aux empoussièrements de l'amiante. Les normes d'émission. Les normes d'émission, d'empoussièrement avaient été modifiées pour éviter qu'on déclare plus facilement hors norme. Hein, vous voyez, et c'est un peu la même problématique. Moi, en ce moment aussi, le dossier sur lequel je suis, et s'il y en aura un gros sur Nice, c'est la pollution électromagnétique. Et donc c'est exactement la même chose à ce niveau-là. La question c'était sur les normes, si à votre connaissance ça avait évolué récemment, sachant que les normes en France notamment, ce n'est que le résultat du rapport entre le lobbying et le contre-pouvoir des lobbyistes, quoi. Ce n'est que ça, les normes ne nous protègent absolument pas. Il n'y a qu'à le voir pour les ondes électromagnétiques, pour les normes maximales d'exposition. C'est juste le résultat de ça, et je crois que ça a été dit dans un livre d'un auteur dont je ne me souviens pas, sur les normes au niveau de la protection des salariés. C'est vrai que les normes, déjà c'est dit par les CHSCT, c'est dit par les scientifiques, c'est dit par l'inspection du travail, les normes déjà sont trop basses. Non, pas trop. Enfin bon, ça dépend de quel côté on se place. Les normes ne sont pas assez sévères, on va dire, voilà. Mais en plus, comme je l'ai cité tout à l'heure, avec ce rapport que j'ai pu me procurer sous la table, c'est qu'en plus, elles ne sont pas respectées. ArcelorMittal les dépasse, je vous ai donné le chiffre, je crois tout à l'heure, c'est affolant le nombre de fois.
Ça a été constaté en 2016 par une visite. Ce document, c'est par quelqu'un de la CARSAT que j'ai pu l'avoir. Ça a été fait à la suite à une visite en 2016. On est quand même en 2018. Le rapport donc, date de début 2017, je crois, ou de fin 2016. Et voilà. Oui, 15 000 € l'amende. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps, les gens continuent à crever. Donc c'est vrai qu'il y a des lobbies, bien entendu, qu'il y a des pressions. Et c'est pas avec le gouvernement actuel que ce genre de lobby va être modifié, malheureusement. Je le crains, je le crains. Je n'engage que moi, bien sûr, en disant ça. Ça tombe bien, je vais enchaîner sur un sujet qui est en relation avec celui-là. J'ai dirigé pendant de longues années un service des douanes, un service de contrôle routier et autoroutier dans le département. Donc, entre autres, un contrôle, la douane fait des contrôles des transports des marchandises dangereuses. Les marchandises dangereuses sont soumises à des réglementations strictes pour le transport, à la fois pour leur conditionnement, pour leurs itinéraires et la voirie empruntée. Lorsqu'il y avait ce genre de constatation, relativement fréquente, d'ailleurs essentielle au péage de la Turbie, ici sur notre autoroute, s'agissant d'une constatation non douanière, nous transmettions ces infractions au parquet. Dans la quasi-totalité des cas, le parquet qui est obligé de nous faire un retour sur le traitement de ces infractions, dans la quasi-totalité des cas, ces infractions sont traitées, sont réglées par une amende transactionnelle, une amende forfaitaire d'un montant dérisoire. Je rejoins ce que vous disiez pour les 15 000 € d'ArcelorMittal. C'est la même chose, en tout cas, une pénalité absolument pas dissuasive, alors que le danger est colossal. En cas d'accident de ce genre de camion, avec les produits transportés, ça peut faire un drame d'envergure nationale. Deuxième exemple, toujours pour le transport des marchandises contrôlées par la douane, nous contrôlions des chargements qui étaient destinés à être mis à la consommation, être mis donc dans le commerce directement. En pareil cas, nous transmettions l'information à la direction régionale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Cette administration, DGCRF, était une administration du ministère du Budget, comme la douane, comme les services fiscaux, comme le Trésor à l'époque. Ici, dans le département et dans un certain nombre d'autres départements, la DCCRF a été transférée à la préfecture. Aujourd'hui, la DCCRF dans les Alpes-Maritimes n'est plus une administration de l'État, c'est une administration du préfet. Elle fait partie de la direction de la protection des populations, la DPP. Dans le même temps, ces effectifs ont été éclatés, ventilés en différents services. Il n'y a plus que 10 personnes, 10 personnels pour tout le département. Et là, j'ai assisté à l'inefficacité de nos transmissions d'informations. Alors qu'auparavant, quand c'était une administration de l'État, nos transmissions d'informations étaient suivies d'une enquête, d'un contrôle, d'une sanction infligée au niveau des finances. Nous avions le retour de l'information. À partir du moment où la DCCRF a été transférée à la préfecture, tout ça s'est évaporé et est devenu d'une inefficacité désolante. Ah oui, bah écoutez, merci de ces exemples, de ce témoignage, parce qu'effectivement, ça illustre bien les causes de toute cette inertie. Enfin. Du coup, je rebondis là-dessus, parce que moi, le CHSCT, c'est finances publiques. Et donc, j'ai eu l'occasion d'entendre notre inspecteur sécurité santé au travail, qui est le même que celui qui est à la douane, sur le cas des équipements individuels, hein, pour être en conformité avec le Code du travail que doivent avoir les salariés. Il y a eu le cas de ceux qui contrôlent les containers qui venaient du Japon et qui pouvaient avoir des matières radioactives. Et donc, que devant le coût de les équiper pour éviter qu'ils aient des radiations qui impactent sur leur santé, devant ce coût, ils ont décidé, plutôt que de leur payer des EPI ou d'être en infraction parce qu'ils n'en avaient pas, ils ont décidé de ne rien contrôler. Et alors ça, c'est bon, monsieur. Donc pour répondre à l'intervention, à la question par rapport à l'intervention des syndicats, il faut quand même se rendre compte que quand on est dans une entreprise, par exemple, qui fabrique de l'amiante, mais c'est sur un département, par exemple, une entreprise de la parfumerie ou des arômes, parce que ça fait partie des entreprises qui utilisent des produits chimiques, dans lesquelles on sait, par exemple, qu'il y a des salariés qui ouvrent des bidons de produits chimiques, des femmes enceintes, des choses comme ça, et que dans ces entreprises, d'abord, on fait bien gaffe à qui on embauche, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'embauche qui fait que quand on voit qu'il y a des personnes qui auraient tendance à trop
la ramener ou être trop proche de certains partis politiques ou de certains syndicats, ils sont évincés. C'est-à-dire qu'on commence par des modes de sélection, tels que la précarité, etc. Donc tout est bien organisé quand même pour maintenir. Mais même quand il y a une organisation avec un CHSCT qui fait son travail correctement, etc., pour attaquer l'injustice, il faudrait déjà, établir le lien entre le décès et certains produits, donc l'amiante, tel que ça peut être fait. Il faut organiser effectivement l'ensemble des victimes et il faut constituer le dossier. Mais pour des élus d'entreprise du CHSCT, avoir l'ensemble de ces documents qui permettent d'attaquer et d'aller jusqu'au bout de la procédure, parce qu'on va avoir après tout au long de la procédure un certain nombre d'embûches, c'est quasi infaisable. Voilà. Parce que, vous l'avez dit, mais les employeurs sont dans le déni le plus total, quelles que soient les situations à laquelle on a affaire. Dans mon entreprise, Thales, à Cannes-Avocat, où on fabrique des satellites, pendant des années, on a usiné, c'est-à-dire avec des machines-outils, du carbone, sans aucun procédé d'évacuation efficient, et ni même sans que la machine en question elle soit cloisonnée ou quoi que ce soit. Et on avait un certain nombre d'opérateurs qui mouraient les uns après les autres. Eh bien, chaque fois qu'on disait quelque chose, qu'on essayait d'avoir une enquête, l'enquête concluait que finalement cette personne, comme elle fumait, qu'il buvait trop, etc. Et donc, du coup, on n'est jamais arrivé à faire le... Pourtant, voilà, on sait très bien que la fibre de carbone, il n'y a rien de plus volatile et de plus... Voilà, c'est hyper dangereux. Donc, voilà. Mais on peut le dire. Le problème, c'est d'arriver à le prouver. Voilà, et de mener avec le peu de moyens qu'il y a. Le deuxième aspect, c'est pour aller plus loin sur mon intervention, c'est que déjà quand on avait des CHSCT dans les entreprises, avec le peu de moyens qu'ils ont, mais quand même qui ont un certain pouvoir d'intervention, qui peut permettre de vraiment changer les choses en termes d'aménagement des postes de travail, de prévenir, etc., d'avoir des actions de prévention qui peuvent imposer un certain nombre de choses à l'entreprise, on en est à cette situation. Aujourd'hui, les CHSCT, ils sont supprimés, ils n'existent plus. On va mettre en place des commissions sans aucun moyen, sans aucun pouvoir coercitif vis-à-vis de l'employeur. Quelle va être demain la situation? Deuxième élément, et dans le même contexte, on a une direction, alors aujourd'hui, qui n'a même plus l'inspection du travail, qui n'existe plus, et voilà, c'est tout. Avec la réforme qu'il y a eu, donc on n'a même plus des inspecteurs, ce sont des contrôleurs. Et la réforme qui semble être dans les tuyaux, c'est de rattacher le service main-d'œuvre au service de la préfecture, dans le cadre du CAP 2022. Donc vous imaginez bien qu'un service du travail qui sera rattaché à la préfecture, alors déjà qu'il n'a pas les moyens, mais en plus quand il dépendra du pouvoir du préfet, j'imagine bien quelle va être l'intervention de l'inspection du travail. Déjà qu'effectivement en termes de moyens, ils sont à l'épaquerette, ils n'y arrivent pas. Faire des contrôles une fois par semaine dans les entreprises, quand ils y arrivent, c'est beau, parce que vu le nombre d'inspecteurs, c'est 14 inspecteurs sur 350 000 salariés sur les Alpes-Maritimes, bon courage, quoi. Voilà, donc des 36 000 entreprises, etc. Comment on fait pour contrôler? On ne fait pas, hein, voilà. Donc effectivement, il y a de quoi être très inquiet. Je crois qu'on a une des solutions, mais qui est, voilà, c'est justement de se servir des outils du réseau et du maillage qu'on a entre militants syndicaux et militants associatifs, c'est de relancer, d'aider les associations, les mutuelles, etc., à créer des outils pour permettre de mieux mesurer ou de mieux se battre, parce que sinon, à l'intérieur de l'entreprise, l'entreprise, c'est pas la démocratie, quoi. L'employeur, il donne les documents qu'il veut aux représentants du personnel, point barre, quoi. Voilà. Et voilà, donc, et la voie juridique, elle est hyper compliquée pour des représentants du personnel, parce que hier, on n'avait pas de moyens, demain, on en aura encore moins. Tout à fait, c'est ce qui m'a été dit déjà, l'insuffisance de moyens, mais entre-temps, entre l'écriture et puis la loi travail, enfin, et notamment la disparition du CHSCT, ben c'est encore pire, alors que justement on prône à la fin de cet ouvrage, je veux parler un peu des solutions possibles, et l'élargissement des CHSCT était souhaité, on les supprime.
on les supprime. Alors c'est bien évident qu'il y aura moins de spécialistes, enfin ils sont fondus à l'intérieur, donc ils auront moins de moyens, ils auront moins de temps, ils auront moins de spécialisation, alors que là, moi j'ai rencontré des gens qui étaient très pointus quand même, qui connaissaient bien justement la nocivité. Maintenant on leur donne moins de moyens, enfin tout est fait, on dirait, dans ces nouvelles lois, pour, alors que déjà les drames ont existé, qu'ils existent encore, pour que ça aille de plus en plus mal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les citoyens s'emparent de ces questions. C'est de partir, mais enfin c'est dommage que les Gilets jaunes, je leur ai donné d'ailleurs à certains mon livre, parce que je leur ai dit c'est dommage que vous ne parliez pas plus de ces questions de santé au travail, et de santé d'ailleurs pour les Tordebert et la population, le petit aussi, hein, puisque quand même les études en cours le démontrent. Là, Gérard Rive parlait en connaissance de cause, puisque c'est le secrétaire général de l'UDCGT des Alpes-Maritimes. Oui, je vous remercie beaucoup de votre exposé très instructif. Moi, j'avais été beaucoup alertée sur l'amiante par mon ami et camarade Daniel Demarque, qui s'est beaucoup battu à Toulon et pour les chantiers navals. Et donc, j'ai suivi des colloques, des choses, etc. Et en tant que conseillère municipale, j'ai eu quand même une victoire, parce que quand ils ont démoli un certain HLM de Pasteur, pour pas avoir à désamianter, ils ont carrément mis un coup d'explosif à matin. Alors, comme ça a été rapide, mais ceci dit, les poussières et tout. Et comme j'étais très bien conseillée par des spécialistes amiantes, j'ai pu faire des... Et donc, j'ai obtenu que ce soit bâché, que la poussière soit bâchée, arrosée en plein été, et enlevée de façon correcte. Là, on n'a pas pu empêcher l'explosion parce qu'on ne la connaissait pas, mais tout le... Et alors, Jacques Perram, chaque jour, disait, enfin, chaque fois, vous nous coûtez, enfin, vous nous coûtez, voilà. Bon, disons, c'est une petite victoire, mais dans un désert, hein, parce que les gens ne comprennent pas. Ces poussières, cette amiante, ces questions. Alors, j'en arrive au pourquoi on en est là. Pour moi, c'est une grave erreur fondamentale, je suis CGT communiste, de notre camp. Les problèmes écologiques ont été tellement sous-estimés. Pendant un temps, on a tellement privilégié l'industrialisation. On n'est pas arrivé parce que vu on en est, mais l'emploi, on n'a pas du tout réalisé, et ça continue, parce que quand vous voyez Fos, quand vous passez à Fos, maintenant je crois qu'il y a des enfants qui ont aussi des malformations à Fos. Hein, tout à fait. Voilà. Des maladies, je crois aussi que les gens sont tous malades. Alors, qu'attendent les élus, les municipalités, parce qu'il est évident, un CHCT, je connais la vigueur et la valeur et le courage de beaucoup de camarades et d'amis et de citoyens face à ça, mais je veux dire, c'est pas de cet ordre-là. Quand vous avez ArcelorMittal, etc., vous avez les bouts rouges aussi dans les calanques, etc., on a redonné, enfin, c'est Valls, enfin, je veux dire, c'est une autre ampleur, c'est d'autres... Voilà. Voilà, les cimenteries à compte, etc. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on veut? Parce qu'on ne réalise pas, on dit, bon, ben, là, il y a de l'emploi, là, il y a... Mais si tout le monde est malade, si tout crève, si tout va mal, je veux dire, on aura gagné quoi? C'est quoi ces combats que nous menons à l'heure actuelle, hors contexte général? Je veux dire, il est temps, aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes enfin, je ne vais pas faire la liste, et il faut faire autre chose et autrement. Parce que les citoyens, les gilets jaunes, ils attendent les gens, si on leur explique, ils comprennent. De toute façon, et même les agriculteurs, le gouvernement repose le glyphosate. Mais qui, face à ça, leur dit c'est pas possible? Parce que quand même, ça fait un moment que l'agriculture aussi est mise contre... il y a quand même eu d'autres paysans, ça fait des années que ça dure, je veux dire, hein, sur cette agriculture. Et bon, alors, est-ce qu'on prend une position claire, nette, précise par rapport à ces problèmes environnementaux qui ne sont pas réservés à des écologistes aussi, ou ça, ou eux-mêmes ils ont calé? Est-ce qu'on fait quelque chose de grand, de national, et on se désole pourquoi on n'a pas d'audience? Je pense que si la CGT tout entière, si des partis de gauche sérieux et capables faisaient ça, je pense que quand même ils auraient beaucoup de... Alors on va peut-être à contre-courant, y compris chez nous, mais il y a quand même une capacité pédagogique et d'explication, ou alors qu'on arrête tout. Hein. Je veux dire, moi, si on s'arrête, si on ne s'occupe de rien de tout ça, c'est pas la peine de continuer à se désoler. Je veux dire, on est à côté du vélo. Alors, il y a eu des grands moments dans l'histoire où les partis, les syndicats de mon camp ont su dire ce qu'il fallait face à des choses
terrible, ben là il faut savoir aussi, alors est-ce qu'il y a encore des hommes capables, est-ce qu'il y a des grands hommes, est-ce qu'il y a des cerveaux, ou alors on va que faire pleurer et puis enterrer les morts, et puis continuer comme ça, Macron il est méchant, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce qu'on est capable de faire nous? Je veux dire, parce que c'est un rigolo ce Macron, face à 4 gilets jaunes, il sait pas même pas, je veux dire, ils sont pas costauds relativement, mais c'est notre faiblesse qui est terrible. Oui. Je ne vais pas bien sûr répondre pour les syndicats, mais j'approuve tout à fait votre discours. Mais parce que le problème, c'est que au sommet, ben, il y a les lobbies, etc. Voilà, avec Macron, le lobby est sorti. Mais à la base aussi, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Alors même, bon, moi je vois autour de moi, à Marseille, des gens de classe moyenne, ils ne se sentent pas concernés, ils ont l'amiante, c'est entre eux, parce que c'était aussi dans les logements, c'était aussi, ça a fini par les, encore qu'il y en a toujours, mais tous ces produits, ils ne se sentent pas concernés. Mais même des syndicats, des CHSCT du Golfe de Fos, quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai réalisé ce livre, me disaient qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas, ils ont un emploi, ils disent, oh, pour eux, ils sont jeunes, ils ont la bonne santé, ils ne voient pas que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils risquent de mourir prématurément, quoi, voilà. Donc il y a à la fois le sommet, qui, alors là c'est politique, c'est des décisions politiques, et puis il y a la base, c'est pour ça qu'avec nos petits moyens, les journalistes devraient, alors en ce moment sur FOS, il y a pas mal de choses de faire, mais enfin c'est pas suffisant, au niveau national, il n'y a pas tellement eu de répercussions de tout ça. Et donc, la presse, là aussi, les médias, mais les médias, ils sont, alors là, je peux parler pour les médias, ils sont entre les mains de, 80% sont entre les mains de financiers aujourd'hui, de gens qui vivent de commandes d'État, d'industries, etc. Et pas des médias, ils perdent tous les lecteurs qu'ils peuvent. Mais ceux qui veulent, s'ils tiennent ce pouvoir entre leurs mains, et ça, je vais assez de réunions de journalistes pour vous dire que combien de journalistes, aux assises du journalisme par exemple, se plaignent de la censure, de l'autocensure qui sort, et qu'il y a des questions qu'on n'aborde pas. Il faut vraiment des journaux très engagés, toujours à gauche d'ailleurs, il faut bien le dire, pour qu'il y ait des enquêtes enfin, sur ces questions. Sinon, il n'y en a pas des enquêtes de fond sur ces questions. Mais sans doute, si la sécurité sociale est à fond, c'est qu'elle a été étatisée. Auparavant, les dirigeants étaient élus. Donc peut-être ils auraient, actuellement, si c'était le cas aujourd'hui, peut-être qu'ils interviendraient. Mais comme elle a été étatisée, elle est au service d'eux-mêmes. C'est un témoignage indirect à propos de la mine d'amiante de Canaries dans le Cap Corse. Alors il faut savoir que cette mine, enfin c'est pas une mine, c'est une carrière, hein, avec des gradins concentriques, etc., sur plus de 300 mètres, 400 mètres de développement, et juste au bord de la route. D'ailleurs, les installations de l'usine étaient de part et d'autre de la route. Alors, les blocs qui étaient extraits donc, dans la carrière étaient balancés le long de plans inclinés, arrivaient en bas dans les concasseurs, et pendant longtemps, les tapis roulants qui amenaient à l'ensageage étaient à ciel ouvert. Et bon, alors, il y avait une poussière enveloppée, comment dirais-je, tout le site. Et d'ailleurs, les automobilistes qui passaient par là... Et des rejets à la mer. J'y arrive, comment dirais-je, les automobilistes qui passaient par là en profitaient, leur voiture était poudrée. Quant aux stériles, les morts terrains qui ne faisaient rien, on les balançait directement, puisque la mer était à côté. Vous savez, la plus belle plage d'amiante du monde. Bon, vous voyez, comme c'est fait fermer depuis environ 25 ans, la mer et la pluie ont fini, je pense, par tout laver. Mais le plus grave, je crois que ce n'est même pas ça. Mais non, j'espère, on peut rêver. Cela dit, le plus grave, ce n'est pas tellement ça, c'est que ces ouvriers qui travaillaient personnels, je dis le personnel et pas seulement les ouvriers, puisque même dans les bureaux, il y avait une couche de poussière, hein, ben, quand ils rentraient chez eux, ils ne rentraient pas tout seuls, ils rentraient poudrés. Et comment dirais-je, les enfants, enfin la famille, en profitaient. Or, si avec le temps, il y a eu, même après la fermeture, un certain nombre de gens qui ont pu avoir des indemnités, etc., jamais, ni aucun conjoint, ni aucun enfant n'a été suivi médicalement pour voir s'il y avait des traces et des cancers, etc. Et hélas,
fort probable qu'un certain nombre d'entre eux en aient, hélas, malheureusement, profité. Cela dit, et je voudrais terminer là-dessus, c'est vrai qu'il y avait, on ne va pas dire une omerta, mais l'emploi industriel est tellement rare dans ces régions que les gens qui travaillaient à la mine faisaient quasiment figure de privilégiés, et il n'y a eu, seulement dans les derniers temps, il n'y a jamais eu vraiment de mouvement de révolte, de contestation sur le site même. Je rejoins ce que disait Simone, etc. Mais c'est vrai que c'est encore, comment dirais-je, le site a été abandonné purement et simplement. Hein. Il y a encore maintenant, probablement, parce que la police... Il y a eu un mouvement hein, dans les années, quand Eternit est parti. Assez tard, oui, mais c'est ça, c'est à la fin, si vous voulez, à la fin. Hein. Et maintenant encore, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas un gisement de poison. Ah mais tout à fait, mais c'est ce que déplorent des associations en Corse qui disent qu'aujourd'hui le site n'est pas nettoyé. Alors c'est vrai qu'il est bon, mais quelqu'un qui creuse, je ne sais pas, immédiatement, vous savez ce que c'est, il y a la poussière qui revient, etc. Et le site n'est pas sécurisé, je cherchais le terme, pas sécurisé. Quant aux dommages collatéraux, disons, mais oui, il y a des épouses assez reconnues hein, par des médecins, on me l'a dit on se dit, puisque j'étais plutôt sur d'autres produits, mais pour des articles que j'avais écrits dans Viva Magazine, oui, il y a des épouses. Eternit disait, nous ne sommes pas une laverie. Alors vous ramenez vos combinaisons, vous les faites laver chez vous. Et alors les femmes, les épouses, lavaient ça sans savoir, parce qu'elles ne savaient pas la dangerosité. Elles avalaient, et il y a des femmes qui ont contacté l'asbestose, les éthériums, et qui ont été morts. Et à Eternit, je connais la femme d'un travailleur, lui a mieux résisté. Il y a aussi une question des fois de défense de l'organisme, etc. Mais sa femme, son épouse, est morte. Pour la même raison. Eternit, elle lavait les combinaisons de son mari. Voilà, donc ça, c'est aussi... Vous voulez intervenir d'où ? Ouais, une annonce. Pour être complètement dans le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, il y a une pièce qui sera jouée ici le 8 mars à 20h. C'est Le Rouge et le Vert. Le sujet, c'est deux militants qui préparent une salle pour une conférence qui sera sur les paradis fiscaux. Et le conférencier n'arrivera jamais, mais il y a dans les militants, il y en a un plus écologiste et il y en a un qui visiblement est syndicaliste. Et donc il y a un affrontement entre eux. Donc c'est un peu le sujet emploi et voilà, c'est dans ce sujet. C'est une pièce écrite par Jean Gadré. Et sachant qu'il y a dans son bouquin Adieu à la croissance, il y a une annexe sur le PIB des aspects antiféministes dans le PIB, enfin des aspects à dénoncer dans ceux qui interviennent dans le PIB. Donc c'est complètement, c'est le jour c'est le 8 mars et voilà, il y a un lien aussi. On voit bien que c'est quand même un débat complexe, parce que justement, là on part directement sur les choix de société, mais moi je pense, mais là si j'étais le dit, qu'il n'y a pas forcément d'antagonisme entre industrie et écologie, sauf que ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire avec l'industrie et quel est le but. Le problème de la société capitaliste, mais depuis qu'elle est société capitaliste, c'est que ça sert à faire du fric. Et qu'effectivement, quand un directeur d'entreprise, il choisit pas de prendre un procédé qui va moins polluer ou qui ne pollue pas, il va choisir ce qui coûte le moins cher et qui rapporte le plus vite. Voilà. Et donc forcément, on est dans cet antagonisme-là, d'autant plus que c'est couplé avec les mécanismes qui sont des mécanismes compliqués de domination de la masse laborieuse, comme on dit, c'est-à-dire vis-à-vis du propriétaire. Celui qui donne à manger, c'est le patron. Et donc forcément, on a des mécanismes de protection. Moi je me souviens très bien, il a parlé de la CMBI, que je m'occupais de la métallurgie sur le département. On allait voir les camarades, ils étaient sur le point de fermer, on leur disait, les camarades, il faut vous occuper de faire classer le site en site amiante. Ben non, on ne peut pas, parce que sinon le site il va fermer. On était là-dessus, quoi. Aujourd'hui, le site est en train de pourrir. S'il faut, on respire tout de l'amiante là-bas quand on passe à la canne à l'avocat. Et c'est pas s'il faut, c'est une certitude. Voilà. Donc il y a cet aspect-là. Mais néanmoins, est-ce que la solution, c'est de dire sur force, il faut débarquer toutes les entreprises parce que ça pollue,
ou faire en sorte voilà, qu'on prenne, qu'on oblige les industriels à investir, et puis aussi qu'on oblige à investir sur de la recherche et développement pour d'autres choix industriels, c'est-à-dire d'autres combustions pour nos voitures, autres que ceux qu'on nous propose aujourd'hui, parce qu'on pourrait venir aussi sur la question des voitures électriques, voilà, et tout ça. Mais aujourd'hui, on n'en prend pas du tout le chemin. Donc effectivement, il y a peut-être, dans le camp progressiste, de clarifier cette situation, de ne pas forcément opposer industrie à écologie, parce que justement, on a besoin d'industrie justement pour faire cette transition, en tout cas aujourd'hui, dans le système dans lequel on est. On verra après, plus tard, en tout cas, mais aujourd'hui, il faut qu'on change de modèle, de modèle. Et puis, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais quand même qui est un peu dans l'actualité, c'est le projet aurifère en Guyane, qui est quand même notre pays, un petit peu, quoi. Des chiffres qui donnent le tournis. Quand on regarde ce qui va être fait, des millions de litres d'eau, c'est pas possible qu'on laisse faire ça, c'est pas possible. Voilà. Alors évidemment, quand on se pose ce type de questions, et je vous remercie de les poser, on ne peut pas ne pas se poser la question du modèle économique. Et il est bien certain que le capitalisme tel qu'il est conçu en ce moment, pas seulement en France, malheureusement c'est mondial, vise à faire des profits inutiles, je dirais, parce que ces dividendes qu'on distribue à des actionnaires et tout, mais il arrive un moment où quand vous voyez la poignée de gens qui détiennent les richesses pour une majorité et qui malheureusement, et les Gilets jaunes ont raison de le dénoncer, mais enfin moi je le savais par mes enquêtes, c'est que les syndicats l'ont dit, mais peut-être pas suffisamment, mais et qui vivent de plus en plus, les classes moyennes vivent de plus en plus mal, enfin, etc. Donc on ne peut pas ne pas s'empêcher de mettre en face de ce capitalisme l'économie sociale. C'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'économie sociale. Alors pour beaucoup, l'économie sociale, c'est le caritatif, c'est gna, c'est réparer les dégâts du capitalisme. Alors que l'économie sociale, c'est aussi les coopératives, par exemple. C'est peut-être ça, si au Québec, qui est un pays capitaliste, pourtant les jeunes de plus en plus se tournent vers cette voie. Et dernièrement, on me disait encore que à l'université, c'était au niveau de la Chambre régionale de l'économie sociale, au niveau de l'université, même des grandes écoles, les jeunes de plus en plus disaient, mais enfin, il faut quand même que notre travail ait du sens, il faut que l'économie ait du sens. Et avoir du sens, c'est réinvestir dans l'outil de travail, donc dans la maintenance, dans l'environnement, etc. Et dans l'outil de travail pour investir aussi pour gagner de l'argent. Et pour qui? Pour le redistribuer aux salariés, pour le distribuer au service de l'environnement. Ça paraît quand même logique, ça paraît même pas. C'est politique au sens le plus noble du terme, je dirais. C'est pas de la politique politicienne, c'est certain qu'il faudrait changer de modèle économique, parce que sinon, il faudrait, bien sûr, dans un premier temps, des mesures plus coercitives, des amendes plus fortes, des procès au pénal, pour que ça dissuade. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que ça suffira? Je voulais vous dire qu'il y a un film qui s'appelle Enquête de sens. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Enquête de sens. De sens, oui. Ça parle des jeunes, justement, qui cherchent à donner un sens à leur travail. C'est très intéressant. Bien oui, bien sûr, bien sûr. Et vous voyez, on a cité tout à l'heure, le représentant des Amis Liberté citait une conférence faite par les sociologues qui ont écrit La violence des riches. Il se trouve que je suis en train de lire ce livre, dont mon fils m'a fait cadeau, parce que je lui disais, on parle tout le temps de violence, mais quelle violence? Ce n'est pas du tout que j'approuve la violence des casseurs, etc. Mais en même temps, même cette violence-là, est-ce qu'elle n'est pas née de la violence des riches? Quand on voit les exemples donnés par ce livre, moi j'en connais déjà pas mal, mais j'apprends des choses, c'est affolant, c'est d'une violence terrible qui peut inciter à la violence corporelle. Je ne dis pas qu'elle l'excuse, c'est pas la bonne méthode, bien entendu, mais enfin, la violence des riches, elle est réelle, elle est réelle. Il faut parler de cette violence-là et arrêter de parler que de la violence dans la rue. Monsieur? Bonsoir.
Oui, on vient de parler de M. Macron, mais il faut voir aussi, c'est que à combien de voix il a été élu, ce brave monsieur, hein? Il a été élu quasiment à peu près sur 40% des votants. C'est quasiment... c'est notre faute aussi, si personne ne va voter. Ça, c'est pour revenir à l'histoire. Mais autre chose, pour revenir, pour continuer un petit peu à exposer, vous avez les véhicules diesel, les particules fines. Combien de temps l'État a financé, subventionné tout ce gasoil et ces constructeurs de voitures, en l'occurrence Peugeot? Donc ça, c'est une chose. Il y a le glyphosate. Ensuite, il y a le nucléaire. Le nucléaire, on en parlait il y a quelques instants sur les conteneurs qui venaient du Japon. Bon, c'est pas catastrophique entre mesures, mais dans le nucléaire ici en France, ce qui est catastrophique, c'est au niveau des travailleurs. Les travailleurs protégés du style EDF, ils sont quasiment pas touchés par les conditions de travail. Lorsque je travaillais encore dans une centrale nucléaire ou alors au CEA, on utilisait énormément de gens d'intérim et il n'y a aucun suivi au niveau de leur contact au niveau des radiations. Donc c'est une maladie qui va venir. Et qui plus est, c'est nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants qui vont subir c'est pire que l'amiante encore. C'est pire que l'amiante. On arrive dans une société industrielle où on n'arrivera même pas à contrôler ce qui va se passer. Voilà. C'est pas très très encourageant, je trouve. Mais c'est un peu de notre faute aussi. C'est un peu de notre faute. C'est notre faute d'acheter des véhicules qui sont polluants. Mais comme le disait quelqu'un tout à l'heure, la solution de l'électrique, c'est pas terrible parce qu'on déplace la pollution, n'est pas ici, mais on la déplace en Chine, où il y a cette fameuse vallée de la mort où on construit des batteries, et ainsi de suite. Voilà. Merci. Merci, oui. S'il n'y a plus d'intervention, je passe la parole à Monsieur le Président. Vous voulez parler? Oui, il y a de curieuses incohérences. Par exemple, à propos du nucléaire, si mon information est juste, le transport des matériaux pour le retraitement depuis Cadarache jusqu'à La Hague se fait en camion, blindé, paraît-il, solidement, avec accompagnement de motocyclistes officiels. Or, l'usine d'un côté et l'usine de l'autre ont des lignes de rattachement SNCF. On n'utilise pas les rails, qui seront pourtant les plus sécurisants pour transporter ce genre de choses. Ça prend la route. Alors on me dit, mais le camion est blindé, il est solide, il peut résister à un bazooka mais il peut se renverser. Il y a des beaux camions qui se sont renversés sur les routes, ça arrive souvent, on ne le dit pas toujours. Et c'est quand même un problème d'État, des lignes et de technocrates, curieusement, qui ne conçoivent pas d'utiliser la ligne de chemin de fer à un bout, et qui arrive à l'autre bout, on utilise des camions. À les raisonner là-dessus. Alors, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, la manipulation. Vous dites, c'est notre faute, on n'a qu'à voter autrement. Mais les électeurs sont manipulés pour voter d'une certaine manière. Vous savez bien que c'est la peste ou le choléra. Ça a été dit très bien. J'allais le dire. Oui. Bon. Et puis, il y a même le scientisme. Le scientisme du médecin, on dit bien la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Alors, moi j'ai été chimiste à ma première carrière, et j'ai travaillé dans une usine où on fabriquait des cyanures qu'on distribuait dans le monde entier. Eh bien, le médecin du travail n'a rien trouvé de mieux dans les années 60 que de proposer au personnel, dont je faisais partie, des injections de produits à dose faible de cyanure pour nous faire résister à l'empoisonnement. Et alors, par aliénation du travailleur prolétaire, eh bien, un certain nombre a accepté de se faire piquer pour être bien vu par le patron. Moi, j'ai refusé, j'ai risqué de me faire renvoyer. On n'a pas osé, parce que peut-être que j'avais une argumentation philosophique ou quelque chose, et que si vraiment on avait fait ça, j'en aurais parlé dehors. Notamment parce que j'étais correspondant du Parisien libéré à l'époque en même temps, et que je ne serais pas gêné pour dire des choses.
Mais il y a une corruption de 36 personnes qui font qu'on est manipulé, même inconsciemment. Et il y a la corruption et la manipulation réciproque, les fumeurs qui poussent leurs copains à fumer, et en avalant toute la fumée, il n'y a rien de pire à l'heure actuelle que d'avaler toute cette fumée. Si on vous faisait respirer, dans cet air-là, ce que vous pouvez imaginer qu'il y a dans le poumon des jeunes filles, qui fument plus que les garçons maintenant, et qui avalent tout ça, vous allez voir dans 20 ans l'hospitalisation. Et c'est malheureux comme tout, parce que moi je suis un ancien fumeur, je connais le problème. Eh bien, c'est terrible. La manipulation et la manipulation interpersonnelle, indépendamment de la manipulation publicitaire. Puisque la libération des femmes aux États-Unis, ça s'est passé par la cigarette. Hein, vous connaissez peut-être le problème, je pourrais en parler longuement, parce que j'ai fait l'école supérieure de publicité et je connais les mécanismes. Donc, nous sommes extrêmement manipulés, à la fois par les autorités de l'entreprise, de l'économie, hein, par les fonctionnaires qui veulent pas se casser la tête, hein, et par les citoyens, entre eux, qui fument n'importe quoi et qui obligent. Et alors vous avez, à propos d'automobile, puisqu'on en parlait un instant, M. Peugeot, qui est en train de pester parce qu'il n'y a rien de mieux que finalement le fioul. Il paraît que selon lui, le fioul c'est quand même mieux que l'essence. C'est l'essence qui pollue le plus. Et il finit, il dit, bah, surtout pas l'électrique, puisque l'électrique, ça a été résumé tout à l'heure. Donc c'est sans solution. Si on en reste à ce niveau-là d'analyse, mais la solution c'est peut-être de préserver les transports en commun. Si on supprime 12 000 km de chemin de fer et qu'on met des autobus Macron pour sillonner nos routes, ça va. Bon, non seulement les roues de train, ça ne s'use pas beaucoup, ça ne pollue pas tellement, mais un camion, ça contient au moins 4 pneus, au moins si ce n'est pas 8 ou 12, et vous avez des alignés de camions sur les autoroutes qui usent des pneus, qui sont des produits toxiques, hein, voilà, qui usent les routes, et on est dans l'aberration absolue. Alors, en plus, sur le plan social, vous avez un chauffeur par wagon, puisqu'un camion, avec tout le risque que ça comporte, alors que pendant ce temps-là, le chemin de fer est dévalorisé. Vous connaissez le problème. Bravo. Je voudrais, avant de laisser la parole, remercier le public pour ses interventions extrêmement pertinentes et qui ont apporté, surtout plus que des questions, qui ont apporté des informations. Maintenant, je ne veux pas du tout faire une conclusion, mais personnellement, je n'engage que moi, mais il ne s'agit pas de dire tel ou tel produit est plus dangereux, ceci, cela, etc. Ou dire, bon, mais je pense sincèrement qu'on arrivera à ne plus aller dans le mur, à ne plus continuer à opposer comme ça économie et santé et tout, que si on change le modèle économique. Ouais. Alors ça viendra un jour, j'en suis persuadée. Malheureusement, on ne sera peut-être plus là pour le voir, mais je pense que c'est le modèle économique engendre tous ces fléaux. Tout à fait. Alors, en même temps, là, moi j'ai parlé des déchets, parce que notre département, il n'y a plus d'industrie. Auparavant, moi de ma génération, je vous dis, je travaillais en usine, on réparait les wagons, enfin, il y avait Vernier, il y avait des établissements qui fabriquaient aussi les ascenseurs, etc. Ce qu'il y a aujourd'hui, même dans notre société, il y a des normes. Moi je sais qu'en tant que chef d'entreprise du bâtiment, il y a des nouveaux produits sur le marché qu'il faut utiliser. Par exemple, au niveau de l'isolation, ce qu'on appelle la ouate. La ouate, c'est le papier que vous jetez dans les conteneurs qui est complètement haché, etc. Donc c'est un recyclage. Par contre, le polystyrène blanc, sur les chantiers, quand on fait la rénovation, pas moi, hein, mais en général, qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur? Il ne va pas s'embêter d'aller à la décharge parce qu'on va lui refuser. Il brûle sur place, ça dégage de la dioxyde. C'est ce qu'il faut savoir. C'est très très polluant. Et c'est à base de pétrole. Que ce que je vous parle de la ouate, il y a plein de nouveaux produits, parce que les grandes multinationales comme Saint-Gobain, etc., la Farge, ils se recyclent aussi, parce qu'ils sentent qu'il y a une pression populaire sur l'écologie, sur les produits bio, sur tout cela, et moi je le vois. Donc le problème, il y a des normes. Regardez, pour la vente d'un appartement, il y a les diagnostics termites, mais le plomb et l'amiante.
là aussi il y a des normes qu'il faut respecter. Et quand on fait les rénovations, logiquement on fait faire un diagnostic pour savoir quels sont les matériaux. Et vous avez même dans l'amiante, sous le carrelage, la colle, les premières colles qu'on faisait du carrelage, il y a de l'amiante dedans. Logiquement, il faut pareil amener cela à une entreprise agréée, spécialisée, qui amène ça vers Grenoble, où ils ont des moyens pour éliminer l'amiante. Si vous avez vu ces derniers temps dans le département, il y a une mafia de décharge. Logiquement, nous, tous les déblais, etc., partent dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu 3 gros patrons qui se sont retrouvés en prison au Beaumet et un certain gros de Monaco avec un bracelet électronique. Parce qu'ils ont jeté les déblais n'importe où, dans l'arrière-pays d'ici. Mais il faut savoir, je le disais, moi je suis sollicité, on est à une période où on refait les toitures. Aujourd'hui, je vous dis, les tôles éternites, on les fait parce que ça fait 30 ans, les toitures sont défectueuses, etc. Mais ça, si on demande le bilan exact des entreprises qui utilisent les entreprises agréées pour la destruction de l'amiante, il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous dis ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment une bataille à mener par rapport aux déblais. Parce que, je vous dis, il y a les normes qui imposent. Regardez les incinérateurs, pareil, à Nice, il y a des filtres, etc. Là, il y avait du cyanure qui sortait, il y avait toutes sortes de produits, du soufre, etc. Et on arrive à réguler aujourd'hui. Mais le problème, c'est le reconditionnement, c'est comme les usines nucléaires, c'est que demain, quand on va les arrêter, la démolition des usines, ça va poser énormément de problèmes. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, je crois qu'on a eu un débat très enrichissant, comme d'habitude. Je vous rappelle donc seulement pour la prochaine conférence sur le populisme avec Jean Guettier, philosophe, c'est le vendredi et pas le jeudi. Voilà. Après, il y a